le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux mercredi, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François Smith, Jean-Julien Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, aux États-Unis, Donald Trump espérait notamment bloquer la publication du journal quotidien de la Maison-Blanche à date du 6 janvier. Un compte-rendu de ses activités, voyages, briefings et appels téléphoniques. Voici un reportage signé Euronews. Un revers pour Donald Trump. Un tribunal américain a autorisé le transfert de certains documents à la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, documents que l'ancien président des États-Unis voulait garder secrets, notamment la liste des personnes lui ayant rendu visite et l'ayant appelé le jour de l'attaque. Il y aurait au moins 770 pages de documents à éplucher. Direction la Syrie, est-ce la fin de 10 ans d'isolement ? Mardi 9 novembre, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, a été reçu par Bachar al-Assad à Damas, une première depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Lors de cette rencontre, les deux hommes auraient parlé d'avenir, une visite diplomatique critiquée par Washington. Voici un reportage signé France 24. L'accolade est chaleureuse et le tapis rouge de sortie. Pour la première fois depuis une décennie, le président syrien Bachar el-Assad accueille un haut responsable des Émirats arabes unis à Damas, en l'occurrence ici le ministre des Affaires étrangères. Les deux pays en ont profité pour annoncer une coopération renforcée dans plusieurs secteurs clés. Un signe de plus que le président syrien sort peu à peu de son isolement diplomatique. 10 ans après le début de la guerre civile en Syrie, qui a fait de lui un paria sur la scène internationale, le président syrien en a conscience. Sa victoire sur les rebelles a changé la donne. Mi-octobre déjà, Bachar al-Assad, qui peut toujours compter sur le soutien de ses alliés traditionnels, la Russie et l'Iran en tête, s'est entretenu au téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie, dans le but de resserrer les liens distendus entre Amman et Damas. De son côté, la Ligue arabe l'a dit, elle n'exclut pas de réintégrer la Syrie en son sein. Des efforts pour réhabiliter Bachar al-Assad critiqués par Washington, qui maintient toujours de lourdes sanctions contre le pouvoir syrien. We will not express any support for efforts to normalize or rehabilitate Bashar al-Assad, whom we have characterized as a brutal dictator. Les États-Unis, qui ont aussi déploré début octobre la réintégration de la Syrie au sein d'Interpol, autre signe tangible du retour progressif de Damas dans le jeu diplomatique mondial. Direction le continent africain, les eaux du golfe de Guinée, riches en hydrocarbures et en ressources halieutiques, sont de plus en plus exposées à la piraterie, ont affirmé les responsables sécuritaires de la région réunis lundi à Pointe-Noire, au sud du Congo. Voici un reportage signé Africa News. Comment lutter contre l'insécurité dans le golfe de Guinée, un immense espace riche en hydrocarbures et en ressources naturelles et qui s'étend du Sénégal à l'Angola? C'est une question difficile à laquelle ont tenté de répondre les chefs d'état-major des marines des pays riverains de la zone lors d'une réunion à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Le golfe de Guinée a fait l'objet de 195 attaques de navires à l'approche des côtes et des eaux territoriales. Le golfe de Guinée est une zone stratégique. Il regroupe une dizaine de pays et près de 400 navires de commerce traversent cet espace chaque jour. De quoi susciter l'intérêt des pirates. La zone nécessite donc une protection particulière, comme l'a montré cet exercice de démonstration aux mers organisé avec le ministère français des Armées. Alors cet exercice était tout à fait illustratif des savoir-faire qui ont été entraînés pendant l'exercice. On montrait d'abord une phase de prise, de simulation d'actes de piraterie et la réponse qui a été apportée
Selon un récent rapport du Bureau maritime international, en 2020, plus de 95% des enlèvements de marins recensés dans le monde ont eu lieu dans cette zone. Direction la Pologne, à 94 ans, Wanda Trzaskowska a pris fait et cause pour les migrants coincés entre la Pologne et la Bélarus. Cette ancienne résistante qui avait 12 ans au moment où l'Allemagne envahit la Pologne s'insurge du traitement qui leur est réservé. Elle se bat aussi pour défendre le maintien de la Pologne au sein de l'Union européenne. Voici un reportage signé TV5 Monde. Le 1er novembre dernier, son béret militaire vissé sur la tête, elle se recueillait devant une statue en hommage aux victimes de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Wanda Trzaskowska avait 12 ans à l'époque. Très vite, la jeune scout va s'engager pour combattre les nazis. 8 décennies plus tard, elle décide de s'engager dans de nouveaux combats. À 94 ans, Wanda a pris fait et cause pour les milliers de migrants massés à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Elle qui dit avoir vu les nazis tirer sur des enfants est révoltée par le sort réservé à ces réfugiés. On n'a pas le droit de laisser un enfant dans une situation dangereuse. Pour moi, la façon dont ces enfants sont traités là-bas est honteuse. L'autre combat de Wanda Trzaskowska, c'est l'Union européenne. Elle avait d'ailleurs pris part aux géantes manifestations dans son pays au mois d'octobre pour défendre le maintien de la Pologne dans l'UE. Nous avons toujours été dans l'Europe et personne ne nous en sortira. Les décisions du gouvernement polonais en matière de justice menaçaient alors le maintien de Varsovie au sein de l'Union. Le patriotisme consiste à mettre la population en sécurité. Et quelle serait notre sécurité si nous sortions de l'Union européenne? Nous avons l'expérience de 1939. Ces déclarations sur scène lui ont valu des menaces de mort. Mais celle qu'on surnommait Beignet pendant la Résistance a encore la force de s'indigner. Inquiète pour l'avenir, elle s'est engagée à défendre son pays jusqu'à son dernier souffle. L'Europe, le vieux continent, le coronavirus repart à la hausse. La reprise épidémique se confirme en Europe et l'OMS tire la sonnette d'alarme. Le rythme très préoccupant de transmission du virus sur le vieux continent pourrait causer 500 000 morts supplémentaires du Covid-19 d'ici février si aucune mesure n'est prise pour enrayer ce rebond. Nous sommes à nouveau à l'épicentre, a déploré jeudi le directeur de l'OMS en Europe, Hans Kluge. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. 500 000 morts de plus. C'est le chiffre, ou plutôt la prédiction qui fait frissonner l'Europe. D'après l'OMS, une vague meurtrière du Covid devrait frapper le vieux continent cet hiver. L'Europe est de nouveau l'épicentre de la pandémie, comme il y a un an. Selon une projection fiable, si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions déplorer un demi-million de décès supplémentaires à cause du Covid-19 en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février prochain. Alerte générale, l'hiver arrive, l'épidémie s'emballe. Au Royaume-Uni, en Belgique et aussi en Allemagne, où le taux d'incidence est au plus haut depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas explose outre-Rhin, plus de 26 000 contaminations par jour en moyenne. Le plus tragique, c'est que nos patients sont souvent des parents non vaccinés qui ont été infectés par leurs enfants ou dans leur cercle social. Parfois, les deux parents sont hospitalisés et leurs enfants se retrouvent tout seuls. L'ancien bon élève européen face au Covid affiche un taux de vaccination parmi les plus bas d'Europe de l'Ouest. Seulement 2 Allemands sur 3 sont totalement vaccinés. Inquiétude aussi aux Pays-Bas où le gouvernement a sonné le retour des restrictions sanitaires après une hausse des contaminations de 40% en une semaine. À partir de maintenant, le masque est obligatoire dans les lieux accessibles au public. Les bâtiments de l'administration, les magasins, librairies ou encore les hôpitaux. À l'aube de cette nouvelle vague, la situation en Europe semble inversée. Dans les pays du Sud, longtemps gravement touchés comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, l'épidémie est sous contrôle, mais les autorités restent vigilantes. C'est aussi le cas en France, où le masque est de nouveau obligatoire à l'école dans 40 départements. Ça t'embête un peu pour respirer parfois, mais on est obligé de le mettre, donc... Mais cet hiver, la vague la plus sévère pourrait toucher les pays de l'Est, où le Covid fait déjà plusieurs milliers de victimes par jour.
Le taux de vaccination y est très faible, à peine 18% en Ukraine et 20% en Bosnie et en Bulgarie. Dans ces pays, parmi les plus pauvres d'Europe, à forte population rurale, le sentiment anti-vax va de pair avec la méfiance à l'égard des gouvernements. Je ne me vaccinerai pas tant que je ne serai pas malade. Je suis contre la vaccination, contre tout ce qui se passe en ce moment. Je veux être libre dans mon pays, pas être prisonnière. De Sofia à Kiev, les mêmes scènes de protestation. Pourtant, il y a urgence. Près de 800 morts par jour en Ukraine et des hôpitaux débordés. Les autorités appellent à la mobilisation et ne prennent plus de gants avec les sceptiques. Je vous recommande fortement d'éteindre les réseaux sociaux et d'allumer vos cerveaux. Marquer les esprits. La police ukrainienne diffuse même les raids musclés qu'elle lance contre les fabricants de faux certificats de vaccination. Des criminels responsables de l'aggravation de la situation, d'après les pouvoirs publics. Nous ne permettrons pas à ces criminels de gagner de l'argent sur notre dos. Ne soyez pas complices du virus, vaccinez-vous. Situation pire encore en Russie, où l'on dénombre plus de 1000 morts par jour à cause du Covid depuis quelques semaines. À peine un tiers des Russes sont vaccinés, alors que le pays était l'un des premiers à disposer d'un vaccin. Eh bien, c'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation, Erlich Dorelas. Production, Ed Prod. Réalisation, Télébeltor pour le camp de la radio évangélique Osana, 102.3 FM. À Jacmel, température pour ce aujourd'hui dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, 61 degrés Fahrenheit, 16 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.